parler de cette comparution. Je joins Sébastien Miraglia, qui est chercheur à l'Institut norvégien des études de défense à Oslo. Bonjour, Monsieur Miraglia. Bonjour. Expliquez-nous donc pourquoi le tireur a comparu à huis clos ce matin. Enfin, on voulait lui éviter une trop grande publicité, là. Oui, alors voilà, il y avait deux raisons principales. La première, c'était d'éviter d'offrir une tribune politique et médiatique à M. Breivik, puisque c'était exactement le but recherché par son attaque à Oslo. La deuxième raison, c'était la peur des policiers que M. Breivik puisse communiquer par code ou transmettre des codes à d'éventuelles autres cellules extrémistes. Ah oui? Comment ça aurait pu fonctionner, par exemple? Alors, c'est bien sûr des supputations, mais il aurait pu tenir des propos qui auraient pu, par exemple, paraître incohérents, mais faire du sens pour d'autres gens. Il s'agit là vraiment d'une mesure de précaution, puisqu'il n'est pas du tout établi que M. Breivik était connecté à d'autres cellules, même si, au cours de sa détention, il a mentionné deux autres cellules extrémistes. Oui, exactement, et ça, on ne sait pas, ça n'a pas été vérifié encore. Non, ça n'a pas été vérifié, et c'est une des raisons pour lesquelles il sera tenu à l'isolement. Alors, c'est tout simplement pour éviter qu'il puisse manipuler le processus de l'enquête depuis la prison. Donc c'est un facteur très important et ça nécessite sa mise à l'isolement pour que les enquêteurs aient le temps de vérifier s'il s'agit d'allégations ou s'il s'agit bien de la vérité. Et même s'il a témoigné à huis clos ce matin, il a comparu à huis clos, pensez-vous quand même qu'il a atteint le but recherché parce que tout le monde parle de ce qu'il a fait? Le juge qui a expliqué un petit peu ses propos en cours, est-ce que vous croyez qu'il a réussi son but finalement? Alors, c'est difficile à dire. La population norvégienne, dans son ensemble, n'est pas du tout sensible à son message. C'est le contraire. C'est un message d'unité, quelle que soit l'origine ethnique ou religieuse des gens. Ça, c'est très clair. Par contre, le message, la réception de ce message dans les milieux extrémistes, ça, c'est encore une inconnue. Il est encore trop tôt pour le dire. Et sans aucun doute qu'on ne le saura pas de façon précise, là. Oui, je pense que ça, ce sera le travail des services de renseignement de surveiller les implications de son message dans les milieux extrémistes. Oui. Et quel genre de sécurité vous pensez qu'on va organiser autour de lui en détention? Là, on sait qu'il est en isolement complet pour 4 semaines. Par la suite, on ne sait pas de quelle façon ça va prendre forme, sa détention, mais j'imagine qu'on va quand même assurer une certaine sécurité autour de lui. Oui, alors je ne suis pas expert judiciaire malheureusement, mais je pense qu'il y aura une protection de sa personne et puis aussi une protection pour qu'il évite de porter atteinte à ses jours, sans doute. Oui, voilà. Et M. Miraglia, quelle est l'ambiance aujourd'hui à Oslo? Je sais qu'il y a eu une minute de silence un petit peu plus tôt partout au pays, aussi en Suède. Les gens de partout dans le monde envoient des témoignages de sympathie à la Norvège. Quelle est l'ambiance autour de vous en ce moment? Alors l'ambiance est au deuil et au recueillement. Et également, une phrase du Premier ministre qui est beaucoup répétée, c'est de prendre soin des uns des autres. Rester ensemble, se porter assistance, parler de ce qui s'est passé, se rapprocher les uns des autres. Et pour le moment, c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on pouvait voir aujourd'hui à Oslo pendant la minute de silence. Et dans moins d'une heure, à Oslo, va commencer le départ d'une grande marche qui va réunir probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes en mémoire des disparus et des morts de l'île d'Utøya et de l'attaque d'Oslo. Alors, les Norvégiens qui sont très soudés après ces 2 attaques. Merci beaucoup, M. Miraglia. Merci. Au revoir. Au revoir. Et d'ailleurs, il y a différents hommages qui sont rendus un petit peu partout dans le monde, entre autres en Allemagne, les gens qui se sont réunis à l'extérieur de l'ambassade de la Norvège. Ils ont aussi observé une minute de silence. En Russie aussi, l'ambassade de Norvège a servi de point de rencontre. Il y a plusieurs personnes qui ont déposé des fleurs et des chandelles. Ils ont aussi pu signer un livre, comme vous le voyez, pour offrir leurs condoléances aux personnes touchées. Et vous voyez, ça se passe dans le métro en Suède. On a aussi observé une minute de silence. Alors, les utilisateurs qui ont été informés pour savoir quand elle aurait lieu. Il y a plusieurs personnes qui ont pris le temps de s'arrêter sur les quais pour penser aux victimes des tragiques événements. Alors, comme M. Miraglia nous le disait, il y a une vigile dans un peu moins d'1 heure à Oslo pour rendre hommage aux victimes. J'en parle avec Elisabeth Slottum, qui est résidente d'Oslo. Tout d'abord, on nous a parlé d'une ambiance de deuil, une ambiance d'émotion encore aujourd'hui. Comment vous décririez, vous, cette ambiance aujourd'hui? Oui, en effet, c'est une ambiance assez émotionnelle, assez lourde encore. Dans la minute de silence, il y avait, tout le pays s'est arrêté, les taxistes sont sortis de leur voiture. Ma mère, qui habite dans une autre ville, elle a dit qu'elle était dans la voiture et qu'elle a arrêté la voiture à midi et
tout le monde a arrêté leur voiture et n'ont pas bougé pendant 1 minute, et que c'était très, très émouvant. Moi, je suis au travail. Je travaille au ministère des Affaires étrangères, donc nous, on se sent aussi très touchés, en fait, par l'attaque. Oui. Et, nous sommes tous rassemblés ensemble pour faire la minute de silence tous ensemble. Et c'est très émouvant aussi par la suite, parce que notre secrétaire d'État, son fils, fait partie des survivants de cette île. Ah oui. Et il en a parlé, il a pleuré, et il y a eu beaucoup de larmes pendant cette réunion. Et malgré ça, il a dit aussi que, comme j'ai dit hier, qu'il faut rester soudé et que la Norvège va rester une société ouverte, et que lui, comme tous les autres hommes et femmes politiques de la Norvège, voulait pas maintenant plus de sécurité autour d'eux, etc. Au contraire, il voulait encore moins de distance entre les hommes et femmes politiques et le peuple. Et j'espère qu'il en soit ainsi. Il a aussi dit, je voulais aussi dire il a dit que la solidarité internationale apparemment touche la Norvège, mais aussi apparemment touche vraiment les victimes. Ah oui. Ouais, il a dit que son fils et tous les amis autour, et ils étaient à l'hôpital avec leurs amis blessés. Ça les aidait beaucoup d'avoir cette solidarité nationale, mais aussi internationale. Oui, et vous avez d'ailleurs, votre frère connaît très bien aussi une survivante, une de ses amies. Quel genre de soutien on apporte justement aux survivants des attaques? Apparemment, maintenant, il y a beaucoup de survivants qui sont retournés dans leur ville, parce que c'était un camp de jeunes travaillistes du pays entier. Donc la plupart maintenant, ils retournent chez eux. Et dans chaque commune, il y a des équipes qui les entourent, des équipes de psychologues, de médecins, puis tous les amis, toutes les familles. Il y a vraiment... Et on voit aussi l'importance des médias sociaux sur Facebook. Par exemple, on voit le soutien qui vient vraiment de partout pour ces personnes-là. D'ailleurs, à cette vigile, il y a eu une page Facebook qui a été créée justement pour inviter les gens au centre d'Oslo dans moins d'1 heure. Comment ça va se dérouler cette soirée-là? Oui, je pense que ça va être très spécial. Apparemment, il y a plus de 50 000 personnes qui ont dit sur Facebook qu'ils allaient participer. Ça allait être une marche au flambeau, mais finalement, on n'a pas le droit parce que ça peut être un peu dangereux. Donc, à la place, on va tous apporter des roses et marcher avec des roses. Et je pense que ça va être très, très spécial. Mais je pense aussi que tous les Norvégiens ont besoin maintenant de se tenir la main et d'être tous ensemble pour vraiment exprimer notre opposition aux valeurs que ce meurtrier-là essaye de répandre. Et comment vous percevez cette comparution qui a eu lieu ce matin? Êtes-vous satisfaite que ça ait eu lieu justement derrière les portes closes et qu'on n'ait pas pu l'entendre justement? Oui, en effet, je suis très satisfaite de ça. Je pense que même si les gens pouvaient être un peu curieux de le voir, je pense que la grande majorité sont très heureux qu'on n'ait pas pu le voir ni une seconde, et que lui-même, il n'ait pas eu ce plaisir-là justement. Eh bien, merci beaucoup, Madame Slåttum. On va vous reparler un petit peu plus tard, alors que vous serez justement parmi les gens à cette vigie au centre d'Oslo. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. De rien, merci à vous. Au revoir. Au revoir. La grand-mère maternelle des 2 enfants de Guy Turcotte a accepté pour la première fois de se livrer à notre collègue Claude Poirier. On vous présente des extraits de cette entrevue après la pause.